Culture Flow, le cinquième principe des principes à adopter, j'ai nommé la courroie de transmission. Aujourd'hui, nous allons parler de relier la stratégie à l'exécution. Pour commencer, je me présente, Samuel Rotière, Flow Coach à Tocto, et si vous voulez causer avec nous, une seule adresse, cultureflow@tocto.com. Donc de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler de café et de la nécessité d'aller prendre un café pour savoir ce qui se passe dans notre société et de découvrir que deux personnes travaillent sur le même sujet. Non, en fait ce qu'on aimerait c'est d'avoir plutôt un alignement global sur un objectif commun qui serait décliné en fonction du contexte en laissant une zone de liberté à tout le monde. Donc en gros, ce qu'on veut vraiment, ce qui est important, c'est globalement, on ne cherche pas un alignement rigoureux et que tout le monde soit exactement dans la même direction. Pourquoi? Parce que si vous alignez tout le monde stricto sensu, si vous n'êtes pas pile poil là où il fallait aller parce que le marché il va plutôt là ou plutôt là, bah vous allez devoir bouger tout le monde d'un coup. En gros, vous avez pris un grand pari. Tandis que si vous avez laissé un peu de désordre, une ou deux personnes tenter un truc qui n'est pas dans la stratégie, si finalement ça part dans cette direction-là, vous avez déjà quelqu'un qui est allé. Donc l'alignement global, c'est dans le cas où le monde est légèrement incertain, le fait de laisser un peu de liberté est quelque chose de nécessaire. Le principe du jour, donc la courroie de transmission, il est libellé ainsi, tout le monde connaît le lien entre sa production et la stratégie de l'organisation. Ce qui veut dire, dans la pratique, je vais voir n'importe qui au sein d'une équipe, je lui demande sur quoi il travaille, et là, après, la question qui vient, c'est est-ce qu'il y a un lien entre ton travail et la stratégie de l'organisation? Quand je fais ça, je ne m'attends pas du tout à ce que la personne me dise obligatoirement oui, je travaille sur la stratégie de l'organisation. Je m'attends à ce qu'elle soit capable de me dire ok, je ne travaille pas sur la stratégie de l'organisation parce que je suis dans une zone de désordre. Par contre, la stratégie, c'est ça, ça, ça. Ce qui est important vraiment, c'est ma capacité à me situer par rapport à l'alignement global, à l'objectif commun que nous avons décidé ensemble. Au niveau des pratiques, je vais en décrire trois et ça va venir après. Pourquoi? Parce que je vais commencer par l'intention. Donc l'intention derrière ce principe, c'est de dire que finalement la stratégie, c'est un mouvement entre un point aujourd'hui et un point demain. Alors, vous pouvez, si vous voulez décrire par rapport au présent, c'est quoi votre présent préféré, donc vous bougez par rapport à ça, ou vous pouvez aussi parler de futur désiré, de faire un gap thinking, et donc de dire, ah, par rapport à de là à là, il me faut faire ça, et bien en tout cas, ce qui va être important, c'est comment vous vous mettez en mouvement, de manière concrète, et comment on va savoir que vous bougez. Et à la fin, ce qu'on veut, c'est que voilà, toute l'énergie qu'on a, elle aille à peu près dans la même direction. Donc c'est vraiment une question de, on veut pas que une personne aille là, une personne aille là, une personne aille là, et à la fin on a dépensé de l'énergie pour pas avancer. Ce qu'on veut essayer de faire, c'est tous ensemble, nous allons aller vers un objectif commun. Au niveau des pratiques, il y en a trois. Piloter avec des indicateurs de suivi. Ce qu'il y a beaucoup derrière pour info, c'est les OKR. Donc les OKR, les objectifs qui résultent. Ce qui est important à chaque fois, c'est quoi? J'ai un objectif, de manière littérale, je veux aller sur Mars. Et après, l'impact, si je vais là-bas, j'ai pris un exemple un peu bizarre, ça me permettra de vendre des navettes spatiales et j'attends de vendre une navette spatiale par mois. Donc le livrable, ça pourrait être je crée des navettes spatiales. Mais ce qui est important vraiment, quand on parle de l'objectif qui résulte, c'est une mesure et je vais expliquer quels sont les résultats que j'attends. Et pas juste qu'est-ce que je vais livrer. Pourquoi on fait ça? C'est pour se donner la capacité de changer de direction avec des boucles de feedback courtes et basées sur l'usage, la valeur et pas juste sur j'ai livré un truc. Donc en gros, ce qu'on va faire, c'est on va délivrer quelque chose et après on va mesurer le résultat et après en fonction du résultat, on va se dire ah ok, on va continuer, non, il faut bouger ou non, il faut arrêter. Donc ce qui est difficile en général dans les OKR, c'est cette notion de résultat et de ne pas parler de livrable et d'être capable de prendre des décisions et de ne pas continuer quoi qu'il arrive. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis comme quelque chose d'hyper simple, je l'ai mis plutôt moyen. Après, dans l'absolu, c'est quand même relativement simple les OKR. C'est vraiment quel est l'objectif, comment on mesure. La complexité, c'est comment on décline dans l'organisation, comment on parle de résultats et pas de livrables, et comment aussi on prend des décisions en fonction de ce qui se passe. Donc là, après, c'est là où je parle de décliner l'objectif dans l'organisation. Vu que l'objectif du dessus, c'est ça, qu'est-ce que ça veut dire à mon niveau? Et après, ça permet la conversation et de voir qu'on est bien alignés tous ensemble. Donc après, vous allez avoir une organisation alignée sur les objectifs majeurs. Donc là, c'est là vont intervenir les OKR qui sont vraiment sur la stratégie. Après, on va laisser un peu de latitude en local. Pourquoi? Le monde étant incertain, on ne peut pas dire à l'avance exactement ce qui va se passer, donc vaut mieux avoir quelques précurseurs sur quelques domaines.
Deuxième principe, toujours de difficulté moyenne, diffuser l'information, la transparence. Donc là, on pourrait se dire c'est relativement simple. Pourquoi? Ce qu'on va dire, c'est qu'on va essayer de rendre l'information disponible le plus près de la décision. Pourquoi? Pour prendre des décisions hyper rapides et de meilleure qualité, parce qu'on n'a pas l'effet, ok, il y a quelque chose qui s'est passé là, le temps qui remonte, bah on comprend plus trop ce qui s'est passé. Donc là, on va essayer de faire que les décisions soient prises de manière décentralisée pour toutes les décisions périssables, donc là où il faut être vite. Et dans certains cas, on va centraliser pour l'économie d'échelle. Aujourd'hui, on a plutôt le problème d'avoir des choses assez centralisées, donc en général, je parle plutôt de décentraliser. Et après, on va essayer de trouver un équilibre contextuel. Une fois qu'on a fait ça, on va être capable de prendre des décisions plus rapides et de meilleure qualité parce qu'on n'a pas eu besoin de remonter dans l'organisation hiérarchique. Pour ça, et c'est là où des fois ça devient compliqué, il faut rendre l'information accessible aux personnes qui vont prendre des décisions. Et il faut rendre l'information qui est nécessaire, mais pas trop, pour pas diluer l'information parce qu'on en a trop et on ne sait plus quelle est la bonne. Donc là, vraiment, c'est la capacité à discuter pour savoir quel type de décision on va prendre, quels sont les critères qui permettent de la prise de décision, et donc quelle est l'information dont j'ai besoin, avec les experts disponibles pour prendre cette décision. Donc toute la difficulté en général là, c'est de dire ok, on va décentraliser. Donc souvent là, on va parler de niveau de décision. Ok, moi je vais prendre tel type de décision plus sur les horizons long terme, toi plus sur l'horizon court terme, tu as besoin de ça pour prendre la décision. Tu es sur le court terme, tu as besoin du long terme, tu as besoin que je te donne ma roadmap sur les horizons de temps plus longs. Donc c'est vraiment cette discussion qui doit se mettre en place, qui fait que je ne dirais pas que c'est si simple que ça. Autre pratique qu'on met en avant, c'est comment prendre des bonnes décisions en utilisant les protocoles de décision adaptés à la décision. Donc là, j'en parle de 5, HIPPO, donc Highest Paid Person Opinion en anglais, ou en français, celui qui gagne le plus décide, c'est-à-dire en général le chef. Donc là, qui dit le chef décide, dit décision en général assez rapide, même si c'est plus ou moins vrai parce qu'il faut trouver un slot dans l'agenda. Avantage inconvénient, décision hyper rapide, tout le monde doit s'aligner. Le problème, c'est que c'est pas souvent les bonnes décisions. Pourquoi? Parce qu'on est assez haut, donc on n'a pas toujours la bonne information et c'est dilué au passage. Et au niveau engagement des collaborateurs, c'est souvent un peu compliqué. Le consensus, autre protocole, tout le monde doit être d'accord. Donc, avantage, beaucoup de discussions, on parle pour essayer de trouver un consensus. Le problème, des fois, consensus mou, on nivelle ce qu'on veut faire pour que tout le monde soit content et à la fin, tout le monde est frustré. Donc le consensus, génial pour la discussion, c'est assez lent. Donc des fois, on préfère la majorité, ou si vous êtes 5, il y en a 3 qui votent de la même façon, vous avez gagné. Donc majorité, avantage, c'est qu'en général, c'est rapide. Inconvénient, ça a tendance à tuer la discussion. Ok, on vote. Et autre inconvénient, si vous êtes toujours dans la minorité, à la fin, vous ne dites plus rien, même si vous avez des idées. Donc là, en général, la majorité, c'est les décisions que vous voulez prendre de manière assez rapide, ou éventuellement, vous avez fait du consensus avant et vous voulez trancher. C'est pas le protocole que j'adore, en grande partie parce que ça tue en général la décision. Là, j'arrive à un autre protocole qui est le consentement. Ça, c'est plus à utiliser dans le cas où quelqu'un veut tenter quelque chose sur la partie innovation. Pourquoi? C'est parce que moi, je vais venir avec une proposition en disant je propose que l'on fasse ça et vous allez devoir voter pour dire oui, c'est une super idée. Consent, ça veut dire que vous votez, donc vous êtes exprimé et vous dites ah, ok, tu peux y aller, ça ne me dérange pas si tu le fais. Donc ça, c'est vraiment un protocole qui fait que par défaut, en général, ça passe. L'autre possibilité, c'est vous dites ah non, veto, je suis pas d'accord. Et si vous faites ça, par contre, vous devez de proposer quelque chose pour sortir du statu quo. Donc ça, c'est en général un protocole assez intéressant pour tenter des choses. Et je vais finir par un protocole que j'adore. Des fois, vous pouvez discuter longtemps. Vous n'avez pas d'argument pour l'un ou l'autre, et bien laissez le choix au hasard. L'exemple que je donne, c'est un ami qui des fois au restaurant dit « Ah, je vais prendre la même chose que lui, il ne sait pas ce qu'il va manger et ça lui permet de découvrir des plats nouveaux qu'il n'aurait pas testés comme ça. » On est bien d'accord que quand vous faites le hasard, il faut être prêt à assumer les conséquences du hasard. Mais en tout cas, c'est un protocole intéressant parce que souvent, ça vous permet des fois de tester des choses que vous n'auriez pas fait et ça peut être assez rapide plutôt que de passer beaucoup de temps en études pour prendre une décision où de toute manière, vous n'aurez pas de données supplémentaires plus tard. Jouez au hasard et vous verrez bien ce que ça donne et en fonction de ce que ça donne, vous vous réajusterez. Donc à l'arrivée, ce que ça donne souvent quand vous choisissez le bon protocole en fonction de la décision, c'est un meilleur engagement, souvent des décisions de meilleure qualité. En plus, vous laissez de la liberté d'initiative. Si j'essaye de résumer un peu maintenant. Donc la courroie de transmission, ce qui est important, voilà, c'est de faire que globalement on soit aligné dans la même direction et que tout le monde connaisse le lien entre sa production et la stratégie de l'organisation.
Donc là, on peut le voir avec des indicateurs de suivi type OKR pour valider l'impact par des boucles de feedback courtes. Après, on va avoir besoin de travailler sur la transparence pour avoir l'information pour prendre la décision. Et après, on va essayer de faire des décisions rapides, simples et de bonne qualité en prenant le protocole de décision qui va bien à la décision. Une fois que vous faites ça, vous limitez les frictions et ça permet d'aller plus vite et de se réorienter plus vite. C'est là où éventuellement je pourrais parler de l'op-tempo qui est le temps que met un corps d'armée avec plusieurs types d'armées à partir. Donc là, c'est ça qui est assez intéressant justement, c'est combien de temps vous mettez à changer de direction. À partir du moment où vous êtes donné des boucles de feedback courtes, où vous savez comment l'information est prise et avec quel protocole de prise de décision, bah, en général, vous allez pouvoir vous orienter plus vite. C'était le 5e principe des principes à adopter, la courroie de transmission. Si vous voulez aller plus loin, il y a le livre Culture Flow, mais aussi d'autres livres, Culture Code, Culture DevOps, Culture Change. Et si vous voulez aller encore plus loin, c'est-à-dire nous poser des questions, n'hésitez pas, nous sommes disponibles à cultureflow@octo.com. Et sur ce, je vous remercie.